Bienvenue à cette conférence mobilité durable aux Antilles. On a initié donc un cycle de conférences sur cette thématique impact au sein de Réseau Entreprendre, donc avec Contact et Entreprise Environnement. Entreprise Environnement m'a prévenu que malheureusement ils avaient un empêchement de dernière minute, ils s'en excusent. Voilà, et donc je vais très rapidement laisser la place à nos intervenants ce soir, avec Emeline de Rênal, qui est responsable du plan de décarbonation chez Citadel, au sein du groupe Citadel, et puis Mathieu Bergot, qui est consultant en décarbonation, en stratégie de décarbonation, et qui représente donc le cabinet TAPGA. Voilà, je leur laisse la parole sans plus attendre. Bonjour à tous. Donc oui, Emeline de Rênal. Je suis en fait la directrice de la performance opérationnelle chez Citadel. Donc le lien n'est pas évident avec la décarbonation. C'est un service transverse qui aide les équipes sur la voie de l'amélioration continue. Voilà, méthode, terrain, indicateurs. Et en fait, dans notre équipe, on a la chance d'avoir Julie Pizzolato, qui est à ma droite, qui est notre chef de projet décarbonation. Et en fait, Citadel étant un acteur de la mobilité, on a pris le sujet de la décarbonation très au sérieux, évidemment, et on s'est engagé en 2022 sur ce sujet. On a appris beaucoup. En fait, on voulait comprendre pour agir. Et donc, je vais laisser Julie se présenter, mais elle a fait un gros travail depuis plusieurs années. Merci, Julie. Bonsoir à tous. Donc, en effet, j'ai rejoint le groupe Citadel en 2023 et j'ai eu l'occasion de réaliser le bilan carbone scope 1, 2 et 3 de toutes les filiales du groupe Citadel. Et en effet, ce bilan carbone nous a vraiment permis, avec la mesure, en fait, de comprendre où se situaient les principaux postes d'émission pour pouvoir ensuite agir au bon niveau. Voilà. Donc moi, Mathieu Bergot, j'accompagne le groupe Citadel sur ces questions de stratégie de décarbonation et durabilité. Je précise que j'ai habité 10 ans en Martinique, donc le milieu, je connais bien. Et je reviens ici 3-4 fois par an pour plusieurs clients dans mon domaine et pour d'autres sujets. Voilà, alors, juste pour commencer sur le livrable, en fait, on a travaillé avec une dizaine d'entreprises de Martinique sur les questions de décarbonation et durabilité du scope 3. Donc, le scope 3, c'est par définition, pour ceux qui ignorent, il n'y a pas de honte à ignorer. Scope 1, c'est les émissions que vous envoyez directement. Scope 2, c'est celles que vous envoyez indirectement, par exemple l'électricité. Et scope 3, c'est votre chaîne de valeur amont et aval. Donc, par définition, ce que vous ne maîtrisez pas directement. Donc, on a réfléchi avec ces 10 entreprises, on a réfléchi de manière coopérative, c'est-à-dire qu'il y avait même des concurrents qui étaient autour de la table et qui réfléchissaient à la même question, donc c'est assez remarquable. Et à force de réfléchir, on s'est dit il faut quand même qu'on produise quelque chose, donc on a produit un livre blanc qui est là. Alors là, c'est pas la version définitive, on a un petit peu de travail de mise en page à faire, mais là, le texte est définitif. Et c'est un peu ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est le résultat de ce travail autour du livre blanc. Donc on l'a appelé feuille de route au pluriel, ça c'est une idée d'une agence de com Avas Publicis qu'on a contactée, avec une feuille en forme de Martinique. Je trouve que c'est pas mal vu. Livre blanc de la mobilité durable en Martinique. Donc, c'est un sujet qui attire pas les foules encore, mais on va vous montrer que c'est un sujet absolument critique, fondamental et même urgent pour la Martinique si elle veut avoir une trajectoire positive dans notamment son économie par la suite. Et en fait, au début, on était plutôt dans une posture de dire si on fait rien, on est foutu. Et on s'est rendu compte que c'était pas très vendeur. Donc, on a tourner ça en revitalisant l'économie martiniquaise, c'est quand même un peu plus positif. Et en fait, c'est aussi notre propos. On est extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens qui broient du noir. Alors, aux origines du livre blanc, c'est ce que disait Julie, c'est que Citadel s'est lancé en 2022 dans la réalisation de son bilan carbone et s'est rendu compte d'une chose qu'elle savait intuitivement, mais que ses émissions Scope 1 et 2 sont extrêmement faibles, donc c'est la partie jaune. Et par contre, ces émissions Scope 3 représentent plus de 97% des émissions totales.
Et c'est très préoccupant pour un acteur parce que c'est précisément ceux qui ne maîtrisent pas directement. C'est plus facile de mettre des LED sur ses ampoules, changer ses clims, etc. Par contre, agir sur son scope 3, ça ne se fait pas directement. Alors, ce qui est en rose, c'est la production des véhicules. Donc ça, c'est tout un dialogue avec les constructeurs. Il faut savoir qu'il y a des constructeurs qui n'y comprennent rien, enfin qui ont une attitude assez incompréhensible. Bon, on est entre nous, je peux citer Volkswagen, par exemple, apparemment, qui sont complètement à l'ouest. Et par contre, il y en a qui sont extrêmement impliqués et soucieux avec des vrais plans. Par exemple, Toyota, pour pas le citer. Donc, on s'est dit qu'il fallait mesurer pour comprendre pour agir, c'est un peu la devise, et la nécessité de coopérer avec des acteurs de la mobilité et de l'énergie, parce que les deux sont complètement imbriqués, comme vous le verrez. Et donc, on a créé le cercle, le Collège d'entreprise Résilience Climat Énergie, et qui s'est réuni, donc comme je vous le disais, à peu près une fois par mois, mettons, pendant 2 heures, sur les deux thèmes mobilité et énergie. Le constat de départ, c'est que les émissions de CO2 équivalent de la Martinique viennent à plus de 50% de la mobilité, qu'elle soit terrestre, aérienne ou maritime. On prend toute la mobilité dans son ensemble. Et quand on est une île, particulièrement, la mobilité, c'est un vrai sujet, puisque évidemment, on ne peut être connecté au monde que par la mobilité. Et en interne, on a besoin de se déplacer. Donc, ce sont loin d'être des sujets simples qu'on balaye d'un revers de main. Il y a énormément c'est un sujet assez complexe, assez touffu parfois. Et on va essayer de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. La vitalité de l'économie martiniquaise est en jeu. En fait, on est vraiment dans un phénomène type grenouille, vous savez, dans une casserole. Quand on chauffe petit à petit, elle se rend compte de rien jusqu'à ce qu'elle meure. Alors que si on chauffe très vite, évidemment, elle saute de la casserole. Et là, on est vraiment dans le premier cas. C'est quelque chose de très progressif, très insidieux, et sur lequel, en fait, quand on essaie de construire une vision stratégique, avec une vision, mettons 2030-2050, on est obligé de se dire c'est maintenant qu'il faut réagir. Il ne faut pas attendre d'être complètement cuit et de ne plus pouvoir rien faire. Ouais. Juste une petite chose, parce qu'on va passer là plus sur le contenu du livre. Mais en effet, ce que Citadel a fait en prenant le sujet de la décarbonation très au sérieux, c'est le bilan carbone. C'est un exercice exigeant, mais c'était le seul moyen pour nous de vraiment comprendre où étaient nos leviers à nous. Et en fait, au bout de l'histoire, on se rend compte que les constructeurs, eux, ont fait évoluer leur modèle, et ça va permettre de décarboner notre impact à nous, mais c'est pas entre nos mains. Et l'impact, enfin les leviers qu'on a entre nos mains sont finalement assez limités. Donc ça, c'est tout un autre sujet. On pourrait en parler pendant 2 heures parce que c'est passionnant, mais on a eu des surprises d'ailleurs sur l'une des propositions du livre blanc. Ça fait écho à des choses qu'on a repérées. Mais donc pour nous, l'un des leviers, c'est justement d'agir sur le scope 3 qu'on appelait à un moment le scope de coopération entre nous, mais c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'est né le cercle mobilité, et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à faire ce livre, pour essayer de faire germer des idées. Mais c'est vraiment parce que ces leviers, malheureusement, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne dépend pas que de nous. Mais c'est pareil pour tous les acteurs en fait. Et pourtant, il y a 2-3 ans, la réglementation européenne, elle était même pas au courant de ça. C'était décarbonez-vous, d'accord, mais comment on peut le faire? Donc là, c'est vraiment intéressant et on voit que la réglementation et la maturité sur le sujet évoluent et nous, on est bien contents d'avoir pris le train en même temps. Donc, il y aura 15 propositions. Donc, ces propositions, on précise, sont des outils. On fait la leçon à personne. C'est des outils pour nourrir une réflexion stratégique, collectivité, État, entreprise. En fait, on s'est rendu compte que l'État réfléchissait tout seul, sans faire appel aux entreprises. Et nous, on est vraiment convaincus que les entreprises ont vraiment des valeurs à apporter, des choses très importantes à apporter. On avait dans l'équipe d'ailleurs le responsable de la COP Martinique, qui d'ailleurs a été nommé quelques mois, parce qu'après il est passé en cabinet ministériel, il n'a pas vraiment été remplacé. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui n'est pas saisi au niveau de la Martinique. Et nous, vraiment, si on avait un seul message, c'était les gars, on s'en occupe. Voilà. Et après, c'est des propositions, et ce qui manque clairement, c'est des vraies études d'impact assez profondes pour les enrichir, les faire vivre, mais au moins c'est des amorces, et ça a été on a fait ça un peu, comme tu dis, le temps qu'on n'a pas, je sais pas quoi c'est ton expression. On a tous fait ça avec du temps qu'on n'avait pas. Enfin, chaque personne des entreprises qui était dans le groupe avait d'autres métiers, et donc à bout de bras à chaque fois. Heureusement que tu étais là, Mathieu, pour faire avancer tout ça.
Un constat fondamental, on s'est rendu compte, mais qui est vraiment à l'origine de la réflexion, c'est que la mobilité, c'est la vie, en fait. Il n'y a rien qui se passe sans mobilité. Vous êtes venus ici grâce à la mobilité. La vie économique, la vie tout court dépend de la mobilité. Petit exemple, quand il y a eu le cyclone à Chino, à Mayotte, la première préoccupation des autorités, alors évidemment les gens ils voulaient avoir à manger, etc. Mais la première préoccupation des autorités, c'était pas de réouvrir les hôpitaux, c'était pas de quoi que ce soit, c'est de restaurer la mobilité. En fait, quand il n'y a pas de mobilité sur un territoire, c'est une catastrophe absolue. Et donc c'est ça qui nous a frappé. Et c'est un sujet donc actuel qui se travaille sur le long terme. Et c'est un sujet complexe, on le sait, on l'a dit, on va le voir, mais qui en vaut la peine. On avance dans un monde touffu et complexe. Il faut trouver la route, donc la trace. Donc ça, c'est une image de la trace vue de haut. Et à l'arrivée, une œuvre collective qui mérite le travail à fournir. Moi, je pense que si tout le monde s'y met, on aura une situation en 2030-2050 qui sera très positive, à condition d'y travailler. Et donc, on voit un joli arbre, c'est un mahogany, magnifique, c'est 2050. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la Martinique est en route vers une mobilité structurellement chère. On parle beaucoup de la vie chère, etc., les supermarchés, les hypermarchés, etc. Mais en fait, le vrai sujet, il est là. Aujourd'hui, la mobilité pèse très lourd dans le budget des ménages. Et je ne parle même pas des ménages qui sont obligés de prendre l'avion pour des raisons personnelles, familiales ou autres. Ça pèse très lourd, plus qu'en métropole. Et les perspectives actuelles sont préoccupantes. Je vous donne juste deux idées. La première, c'est que le pétrole va forcément devenir plus rare, plus cher, il va être un petit peu contraint par les différents règlements, les différentes catastrophes qui vont arriver, qui font qu'on va quand même faire attention à ça. Aujourd'hui, une voiture électrique, si elle n'est pas subventionnée, elle coûte 40% plus cher qu'une voiture thermique. Donc voilà, on est quand même sur un chemin. Alors les gens disent oui, mais ça va baisser, pas forcément, parce que les choses se complexifient, les transports internationaux se complexifient, etc. Donc on va vraiment vers si on fait une projection noire, et c'est la seule chose noire que je dirais aujourd'hui, c'est qu'on va vers un monde, si on ne fait rien, où en gros il y aura quelques riches qui auront leur 4x4 pour se déplacer, et les autres, ils feront comme ils pourront. Et ça, on n'y est pas si loin que ça. Donc il faut faire très attention à ça. Et d'ailleurs, même les riches, ils ne seront plus là parce qu'il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus rien. Donc on a vraiment besoin d'adresser ce sujet. Donc, on arrive aux 15 propositions du cercle. Encore une fois, c'est pour contribuer au débat. Donc, première proposition, c'est d'inciter fortement au covoiturage. Donc, je pense que qu'est-ce qui s'occupe de nous là et là. Voilà, je pense qu'il ne va pas me détromper. L'autosolisme, quand vous êtes dans un embouteillage sur la 4 voies, vous voyez très bien que tout le monde est seul dans sa voiture. C'est quelque chose qui doit appartenir au passé. En fait, c'est complètement absurde de traîner 1500 tonnes de ferraille, 1500 kg de ferraille, pardon, une tonne 5, tout seul, juste pour aller d'un point A à un point B. Il y a quand même des meilleures choses à faire. Et, pardon ? Ouais, c'est ça. Et la mise en place demande un véritable effort adapté au monde insulaire, donc plateforme numérique, gratification, organisation, etc. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, voilà, je pense que tu es d'accord avec moi. Et puis, l'impact social positif est important. C'est important, on ne parle pas juste de technique, on n'est pas dans un tableau Excel qu'on optimise. On parle aussi d'impact sociétal. On voit le sourire de la dame qui a pris des gens en covoiturage. Ils rigolent, ils créent du lien social, peut-être ils font connaissance. Et il y a une culture de la mobilité et du vivre ensemble qui peut se développer grâce à ça. Voilà. Ouais. 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 Et justement, et je pense qu'à l'époque, voilà, il y avait un lien social qui était, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Deuxième proposition, c'est développer un réseau complet de taxicos nouvelle génération avec réservation par plateforme intelligente. En fait, le fait majeur de la Martinique, quand vous la survolez, c'est la capillarité importante pour atteindre les différents lieux de vie. En fait, les maisons sont extrêmement dispersées et on le verra après, c'est pas en créant une ligne centrale, pour pas le nommer TCSP, qu'on règle le problème. En fait, il faut que les gens puissent aller chez eux et donc avoir des outils pour aller chez eux, de chez eux à d'autres points, etc.
Donc, il faut des solutions flexibles et performantes comme alternative à la voiture. Et on peut très bien imaginer, à l'époque, il y avait des taxicos qui ne marchaient pas si mal, mais on peut très bien imaginer des taxicos à nouvelle génération, on va dire, qui seraient très nombreux, par exemple 1000 taxicos sur la Martinique, et qui fonctionneraient avec un système à la fois d'autostop intelligent ou de lignes plus ou moins régulières, etc. Et on pourrait imaginer qu'ils aient des motorisations ENR, type hydrogène, biogaz, ou même électrique avec recharge ENR. Et ça aurait un impact sociétal sur une mobilité entrepreneuriale versus mobilité monopolistique. Donc, je parle de ceux qui tombent en grève régulièrement. Je pense qu'il faut arrêter ce modèle où on n'en sort pas. Moi, pendant 10 ans Martinique, j'en ai entendu tellement. J'ai créé l'ICEA de pas. On l'a créé là parce qu'il y a 18 lignes de bus qui vont à l'ICEA. Donc, les étudiants, contrairement au site universitaire de Schœlcher, ils pouvaient venir en transport en commun, mais quand il n'y avait plus de transport en commun, c'était vraiment une galère absolue. Donc, à mon avis, notre avis, il faut proposer des alternatives privées, entrepreneuriales et type Taxico d'ailleurs, qui ne marchait pas si mal, et puis mise au goût du jour et des contraintes actuelles. Troisième proposition, organiser une large sensibilisation à l'éco-conduite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est un peu ce à quoi faisait allusion Emeline. En fait, avec l'éco-conduite, on gagne à peu près jusqu'à 15% de consommation. 15%, c'est considérable par rapport au scope 3 qui est important. Donc ça contribue réellement à la décarbonation de l'économie. Il y a aussi d'autres avantages induits, notamment la sécurité routière, quand les gens font attention à pas rouler comme des fous, à pas accélérer comme des dingues, etc. Il y a une vraie sécurité routière qui se met en place. Et également des économies substantielles pour le pouvoir d'achat. Donc, et par contre, ça ne se fait pas tout seul. Il faut vraiment une large sensibilisation, il faut organiser des formations, une culture de l'éco-conduite. Et voilà, donc c'est quelque chose de positif qui peut être pas trop difficile à mettre en œuvre pour le coup. En effet, sur l'éco-conduite, même nous, quand on s'est lancé dans le sujet, c'était pas du tout un levier intéressant à nos yeux. On n'avait pas les radars là-dessus. On s'est dit, oui, bon, l'éco-conduite, allez, c'est bon, on se fait une formation. 6 mois après, ça marche plus. Et en réalité, non seulement c'est vrai pour la Martinique, c'est encore plus vrai pour nous chez Citadel. C'est un vrai levier, puisque 95% de notre empreinte carbone, donc qui fait partie du scope 3, mais c'est lié à l'utilisation des véhicules qu'on a vendus. Et donc, si à chaque véhicule vendu, on va former le nouveau client, si on organise des challenges, même à l'échelle du territoire, pour inciter ça, en fait, il y a un vrai impact. Et ça, c'est la part qu'on peut faire, nous. Mais c'était une surprise. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Il y a quelques années, pas du tout. Donc la proposition numéro 4 soulève en général beaucoup d'incompréhension, voire d'hostilité. C'est qu'en fait, on a tous l'expérience, faire du vélo en Martinique, c'est suicidaire, on est tous d'accord là-dessus. Donc personne ne fait de vélo. Même pour des distances très courtes, on prend sa voiture parce que c'est plus sûr. En fait, il faut faire un choc de mobilité douce, c'est-à-dire vraiment investir lourdement sur des pistes cyclables sécurisées. Alors, on a mis 200. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 200 km de national en Martinique, mais ça pourrait être plus. Mais il faut déjà commencer par quelque chose. C'est un vrai investissement. C'est pas juste mettre une peinture blanche sur le côté. Il faut faire des choses assez sérieuses. Il faut aussi organiser. Il n'y a pas que les pistes cyclables. Il y a toute une culture à mettre en place, par exemple mettre des douches disponibles dans les entreprises, peut-être prendre l'habitude d'avoir un petit sac avec des vêtements de rechange si on s'est pris une bonne pluie, des choses comme ça. Mais je prends un exemple dans le Doubs. Le Doubs, on appelle ça la petite Sibérie en France, donc il peut faire -20 en hiver. Ils ont des pentes en plus, donc c'est pas... Ça rigole pas. Et ils ont un plan de mobilité. Eux, ils ont fait ce choc de mobilité. Ils vont passer de 1% à 9% de déplacements en mobilité douce annuelle. Et ils sont vraiment extrêmement volontaristes là-dessus. Et il y a des bénéfices incroyables. Il y a des bénéfices encore une fois, sur le budget de mobilité de proximité. Beaucoup moins de carburant dépensé, des voitures qui sont moins sollicitées, etc. Donc moins de maintenance. Voilà. Et puis, un impact direct sur le bien-être. Alors, j'ai mis 2 photos, un vélo électrique et une trottinette. Les trottinettes, ça marche très bien pour les gens qui n'ont pas envie de pédaler.
Il y a même des trottinettes assez puissantes qui vont à un peu plus de 25 km/h, donc là c'est un peu dangereux. Mais en tout cas, si elles sont limitées à 25 avec un casque, c'est relativement serein. Et honnêtement, on en a parlé tous, à beaucoup de gens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 8 personnes sur 10 qui disent mais pas en Martinique. Non, pas en Martinique. Il fait chaud, il y a des pentes, etc. Bah oui, mais surtout en Martinique. Si vous voulez permettre aux Martiniquais de se déplacer pas cher, si vous n'avez pas fait ça, si on n'a pas investi là-dedans, bah, ils ne pourront pas. Ils ne pourront toujours pas. Aujourd'hui, en Martinique, sans voiture, on ne peut rien faire. Et c'est pas normal. J'ai un cousin qui habite à Lausanne, qui est particulièrement pentu. Il a son vélo électrique, c'est le bonheur. Voilà. Alors, point 5 qui fait pas plaisir à tout le monde, mais il y a unanimité, c'est nous, c'est décider un moratoire sur le projet d'extension du TCSP avec demande d'un vrai bilan, une étude d'impact, et lancer une étude indépendante sur l'impact du TCSP dans la mobilité des Martiniquais. En fait, il faut savoir que le premier TCSP, avec un investissement, il a coûté entre 400 et 500 millions d'euros. L'extension est chiffrée à 500 millions d'euros, sans parler de l'exploitation. Et en fait, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est un joli truc, quand on le prend, on est content, mais ça ne résout absolument pas la question de la mobilité des Martiniquais. Et en fait, on est quand même dans un monde contraint en somme allouée à la mobilité. Évidemment, si on était extrêmement riche, si on avait 15 milliards à investir sa mobilité, ok, pourquoi pas faire un TCSP, voire 2, enfin, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration. Et si on a 500 millions d'euros, qu'est-ce qu'on ferait? Pas un TCSP, certainement. Il y a beaucoup mieux à faire pour que les Martiniquais puissent se déplacer. Et ça fait pas plaisir à tout le monde, puisque ça a été voté à l'unanimité par la CTM. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est une espèce de vitrine moderne et qui fait plaisir quand on voit un TCSP, c'est quand même joli, voilà, c'est bien. Mais encore une fois, il faut réfléchir au coût pour les Martiniquais, coût du kilomètre pour le Martiniquais. Et tous les Martiniquais n'habitent pas sur l'axe du TCSP ni à proximité. Il faut demander aussi un moratoire sur les exigences Fit for 55 de Bruxelles, donc qui exige encore pour quelques temps, c'est en train de changer, mais la mobilité électrique neuve à partir de 2035 à 100%, parce que c'est pas du tout adapté aux enjeux insulaires, et il est certain que les enjeux insulaires n'ont pas été pris en compte dans la rédaction de ce Fit for 55. On est en train d'accrocher avec Julie, Emeline, des experts en fait en mobilité. Il y en a un qui s'appelle Monsieur Bigot, qui écrit sur LinkedIn, qui fait vraiment des posts super, des trucs très clairs. Moi, j'ai rencontré il y a un an, je lui ai dit, est-ce que vous avez réfléchi à la mobilité insulaire? Il m'a dit, non, j'ai pas le temps. Et pas le temps, c'est une constante sur beaucoup de sujets, en particulier sur la mobilité. Par exemple, on sait tous que l'électricité en Martinique, sur le continent, c'est 60, enfin en France en tout cas, 60 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, alors qu'en Martinique, c'est 840 grammes. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même problématique. Quand on consomme de l'électricité ici, on n'est pas du tout dans la même optique que si on est à Paris ou ailleurs. Et ça, il y a quand même une action à mener pour tous les territoires insulaires, en particulier les outre-mer français, mais pas que, pour aller à Bruxelles et dire attendez, stop, arrêtez de nous obliger à faire quelque chose qui est contre notre intérêt. Aujourd'hui, une voiture hybride est plus favorable à l'environnement qu'une voiture électrique. Hybride non rechargeable. C'est des calculs qu'a fait Julie, on a corroboré ça avec des données de l'ADEME. Donc, obliger les gens à passer à l'électrique, c'est gentil, mais c'est contre nature, au sens propre du terme. À la Martinique. Et puis, évidemment, merci. Et oui. Mais la prise de conscience est extrêmement récente. En fait, quand on s'est lancé en 2022 sur le sujet, mais on lisait ça nulle part. Personne n'avait conscience que ça avait un impact sur la mobilité. Or, une des premières conclusions qu'on a tirées, nous, pour le bilan carbone Citadel, c'est que un des leviers de décarbonation,
c'est décarboner l'énergie du territoire. Donc, clairement, on n'a pas la main dessus et l'impact est considérable. Et ça y est, on commence à le lire, mais ça a un impact sur la réglementation. C'est-à-dire que même en termes de coûts que ça va produire, c'est considérable. On est arrivé à la proposition 7, donc rassurez-vous, il n'y en a que 15, donc on est presque à la moitié. Mais il faut décider un moratoire sur un truc qui s'appelle la PPE, que la plupart d'entre vous connaissent, c'est la planification pluriannuelle de l'énergie. Et il y a une espèce de lobby qui a essayé de placer dans cette PPE, et c'est réel, même s'il n'a pas été encore mise dans un décret, qu'on avait une super idée, c'est mettre des biofuels à Bellefontaine. Donc comme ça, Bellefontaine aurait une énergie propre. C'est complètement faux et c'est complètement absurde pour plusieurs raisons. La première, c'est absurde parce qu'ils disent dans un coin de présentation PowerPoint que le kilowattheure sera 3 à 6 fois plus cher qu'aujourd'hui. Alors, ils rassurent tout le monde en disant « Mais attendez, ne vous inquiétez pas les Martiniquais, c'est l'État qui paye la différence. » Oui, sauf que l'État, vous avez peut-être tous remarqué, qu'il n'a pas forcément les moyens de payer les différences. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, cette blague-là. Quand on parle aux gens d'EDF, les experts d'EDF, ils disent tous que c'est idiot. Donc, ça nous a conforté dans l'idée de le mettre en proposition 7. C'est également très contestable sur le plan écologique, c'est-à-dire que les champs de colza et de tournesol, phagocytés pour les biofuels, je dirais que c'est un pis-aller. D'ailleurs, c'est limité à 15, je crois que c'est 15%, 15% des exploitations maximum, parce que sinon, il y aurait la tentation de supprimer nos capacités de produire de la nourriture. Et il y a un truc qui s'appelle la hiérarchie des usages, qui est extrêmement important. C'est-à-dire quand les biocarburants, les biofuels seront des denrées précieuses, il n'y en aura pas beaucoup, et il faudra les réserver aux mobilités où c'est non substituable. Par exemple, certains camions, les avions, etc. Enfin, ils auront besoin de biofuel bien plus prioritaire que pour une pauvre centrale de Martinique. Ce qui veut dire que quand la pauvre centrale voudra s'approvisionner en biofuel dans quelques années où tout le monde tirera dessus pour avoir des bons bilans carbone pour leurs propres usages, eh ben, on sera mal. Voilà. On sera très mal. Donc, et en plus, ça coûte extrêmement cher. Donc, en fait, c'est totalement idiot. Le seul truc, c'est que ça fait plaisir aux gens qui disent « Ah bah oui, comme ça, on est ENR partout. » Bah non, on n'est pas ENR partout. Et il faut le dire. Il faut le dire d'autant plus qu'il y a une espèce d'omerta là-dessus. Les gens n'osent pas s'exprimer. Voilà, on est en Martinique, vaut mieux pas s'exprimer pour pas se faire taper dessus, mais quand même. Et encore une fois, ça permettrait de réallouer les investissements lourds qui sont faits pour ça à des choses plus utiles. On est vraiment dans une logique un peu TCSP. C'est pas technologiquement, c'est intéressant de regarder si on peut mettre des biocarburants, des biofuels à Bellefontaine. C'est pas voilà. Sauf que on n'a pas beaucoup d'argent et faire des trucs idiots avec l'argent qu'on a, vaut mieux faire des trucs intelligents. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a un conflit d'intérêts en fait. EDF se décarbone, c'est très bien pour lui, mais l'impact de tout ça est pas vertueux pour le territoire. Mais c'est fou parce que c'est très sérieux et on n'en parle pas. Ils sont vraiment en train de le faire. Du coup, tous ces investissements qui sont placés sur des Bellefontaine et tout ça, en fait, c'est au détriment des ENR. Il faut savoir que le plan de développement du solaire, notamment, a été complètement tronqué dans la PPE, alors que c'est complètement illogique. Ici, il y a du soleil, il y a des particuliers, qu'est-ce qui m'a raconté ça ? Voilà, qui, avec succès, diminuent de 60% leur consommation d'électricité du réseau grâce à du solaire. En fait, et puis on a un besoin d'autonomie énergétique qui va de pair avec ça. Le plan massif évident, c'est de se dire il faut que tous les foyers s'occupent de solaire, travaillent sur leur autonomie énergétique, et voire même, là c'est un peu le Graal à chercher, on en parlera après, mais arrive à stocker, parce que vous savez bien que le solaire c'est 4 heures par jour, et il y a quand même 20 heures aussi où il y a quand même de la consommation. Donc il y a aussi ça qu'il faut réussir à faire, mais déjà produire c'est bien. Et en plus, ça a un impact très positif sur la balance commerciale de la Martinique. On l'oublie parce que tout ce pétrole, etc., pour créer de l'électricité, c'est de l'importation, c'est du flux d'argent qui sort de Martinique au lieu d'être investi ici. Et voilà, c'est pas très vertueux. Alors, 9, regardez en face le problème du recyclage des batteries. Donc, j'ai mis une photo d'un bateau qui brûle. Il faut savoir qu'il y a, à ma connaissance, au moins 6 bateaux qui ont coulé à cause de batteries usagées, de batteries lithium-ion qui ont brûlé. C'est des incendies qu'on ne sait pas éteindre et c'est une catastrophe. Et en fait,
aujourd'hui, les batteries lithium-ion s'accumulent sur le territoire parce qu'on ne sait pas les transporter. Elles s'accumulent dans des lieux, dans des containers, etc., quelque part. Aujourd'hui, c'est pas trop méchant parce qu'on est plutôt au début de l'histoire de l'électricité, mais placez-vous dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y aura des montagnes de batteries lithium-ion s'il n'y a pas autre chose. Donc, c'est une solution, on ne va pas cracher dessus, ça marche bien lithium-ion, donc pas trop le choix. Mais il faut vraiment rechercher activement d'autres solutions, se mettre d'accord avec d'autres territoires insulaires et vraiment y aller. Il y a d'autres technologies, par exemple le zinc air, qui sont à l'étude, il y a des batteries solides, etc. Il y a des tas de choses qui émergent un peu partout dans le monde. Et il faut vraiment, à mon avis, enfin notre avis, c'est aller assez loin pour que les technologies qui sont intéressantes pour les îles soient développées. Elles ne sont pas forcément intéressantes pour le continent, mais elles peuvent être très intéressantes pour les îles. Et c'est pour ça qu'il faut une recherche d'équipes qui sont concernées par le problème. 10, en Martinique, il y a des ressources énergétiques locales. Par exemple, les boues d'épuration, les déchets plastiques, les déchets organiques, les bois usagés, les sargasses. Et elles peuvent être utilisées pour la production de biogaz ou d'hydrogène. Bon, l'autonomie énergétique est multifactorielle. On ne trouvera jamais la solution, à moins de trouver un énorme gisement d'hydrogène au milieu de la Martinique ou je ne sais pas quoi. Mais il faut trouver plein de petites solutions. Il faut reconnaître que même si on met toutes les ressources énergétiques locales, biogaz, etc., ensemble, on n'arrive pas à remplacer toute l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. N'empêche que déjà, si ça couvre 10-15% de l'énergie, ce sera ça en moins dans la balance commerciale, et puis ça créera des emplois, etc. Ces ressources doivent être fléchées sur la mobilité parce que, encore une fois, la mobilité, c'est la vie et il faut vraiment organiser la mobilité de demain. Et c'est un effort à faire sur une certaine durée. 11, c'est un truc plus général, c'est activer tous les autres leviers énergétiques de la décarbonation de la mobilité. En fait, quand on regarde les différents leviers qui sont marqués ici, le CO2, c'est la demande de transport, c'est le report modal, le remplissage des véhicules, la consommation énergétique et l'intensité carbone de l'énergie. Donc, il faut agir sur tous ces trucs-là. Donc, par exemple, la sobriété des véhicules. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme 4x4 très lourd pour faire 5 km. Peut-être que vous pouvez avoir une petite voiture. Ça émettra beaucoup moins de CO2 et vous ne serez peut-être pas plus malheureux. En tout cas, voilà. La mobilité douce, on en a parlé. L'urbanisme... L'urbanisme, pardon, vous serez encore plus heureux, je veux dire. L'urbanisme, il faut le repenser, pareil, pour que peut-être éviter des éloignements nouveaux par rapport au centre urbain, etc. Travailler sur les économies d'énergie. Enfin, tout ça, il faut travailler de manière systémique et de manière large. 12, rechercher activement des solutions de stockage d'énergie pérennes et respectueuses de l'environnement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La veille technologie, avoir une vision stratégique. Donc, il y a une veille active à mener, encore une fois. C'est un travail que doivent faire les territoires insulaires, que personne ne fera à leur place. C'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que on a plein de sujets, vous en connaissez tous, qui sont des sujets assez importants en France. Et la déclinaison ou la prise en compte de ce sujet sur une île n'est pas envisagée. On parle par exemple des normes, on est un peu très au courant des normes qui sont valables aussi ici, mais qui ne sont pas adaptées. Mais c'est un peu la même question sur la technologie. Il faut des technologies insulaires et il faut y travailler. Il manque la 13 d'ailleurs. Ah, voilà. Et là, c'est un message très positif. Il faut prendre la question de l'autonomie énergétique comme un véritable levier de développement. Ça crée des emplois. Ça diminue le déficit commercial. Il y a 11 000 îles habitées en permanence dans le monde, donc il y a l'occasion de créer un réseau de réflexion commune, des investissements durables, créateurs d'emplois. Et l'autonomie énergétique, c'est pas rien. Quand il y a eu la crise en Ukraine, on s'est rendu compte tout d'un coup qu'avoir de l'énergie chez soi, c'était quand même pas mal plutôt que d'aller chercher ailleurs. Et donc, il faut travailler à avoir ce maximum d'autonomie énergétique. Point 14, donc bientôt fini. Revoir la fiscalité des énergies. Donc j'ai pris une belle photo de la SARA, donc il n'y a personne de la SARA aujourd'hui, mais ils sont bien conscients qu'aujourd'hui, le budget de la CTM dépend très largement du budget de la SARA. C'est la fiscalité qui est faite comme ça, avec l'octroi de mer, etc. Et c'est une fiscalité qui n'encourage pas à la décarbonation de la mobilité. Puisque si vous
mettez tout le parc à l'électrique plutôt qu'au pétrole, les recettes de la CTM vont chuter drastiquement. Donc, elles n'ont pas forcément intérêt à le faire. Et ça, c'est pas normal. Il faut une fiscalité qui soit vertueuse, donc qui encourage les acteurs à pousser ce genre de la décarbonation, tout simplement, et la durabilité. Et donc, c'est une transition. Regardez l'énergie qu'on met sur la réforme de l'octroi de mer depuis 30 ans, qui n'a toujours pas abouti. Ces questions demandent une vraie volonté, une vraie décision. Ça demande aussi de l'énergie. Moi, je vois à Paris, je fais partie d'un think tank qui s'appelle Ultralab, donc qui réfléchit à l'ensemble des Outre-mer. Et on réfléchit à ces questions-là. Et je peux vous dire qu'on voit tous les blocages qu'il y a à faire avancer les choses, y compris des gens qui s'arc-boutent sur ce qui se faisait avant. Et c'est un problème en soi. Et voilà. Et en fait, le dernier point, c'est celui-là, c'est peut-être le seul, s'il y en avait un, c'est développer une stratégie globale, territoriale et systémique. Il faut un comité stratégique sur la mobilité, collectivité, État, entreprise. Encore une fois, les entreprises ont plus que leur mot à dire. Elles sont apporteuses de solutions, elles sont apporteuses de richesses, de valeurs. Et c'est tout à fait anormal que la plupart des réflexions soient prises en chambre, dans des collectivités ou par des fonctionnaires qui n'ont parfois jamais travaillé en entreprise et qui ne savent pas toute la valeur que peut apporter une entreprise. Donc, et en lien, bien sûr, tout seul, on ne va pas tous, ici en Martinique, réinventer tout. Il faut surtout se mettre vraiment en lien avec des experts dans le monde et essayer de travailler en synergie avec tout ce qui se fait de bien, de bon et de vrai. Voilà. Et si je peux ajouter, les entreprises sont prêtes à faire, elles ont envie de faire et c'est assez frustrant de se sentir bloqué quand on sait qu'on a entre nos mains des leviers assez limités, alors qu'à plusieurs, on serait allé sur des projets. Mais voilà, donc là, on espère que ces petites graines vont germer, que des personnes vont s'emparer de ces problématiques. Voilà, en belle photo, on a quelques dauphins qui sont la mobilité bas carbone. Par définition, ils ont l'air plutôt heureux, ils sont plutôt en groupe aussi, ils sont en société, mais en même temps, ils sont indépendants, ils bougent et ils ont une mobilité durable. C'est un peu l'objectif qu'il faut qu'on obtienne et ce qui revitalisera l'économie martiniquaise. Voilà, je vous remercie.